Madame, Monsieur, bonsoir. Entre sécheresse et pression inflationniste planétaire, le mandat du gouvernement Arnouch commence dans une conjoncture tendue. Le Maroc, d'ailleurs, comme la plupart des pays qui importent des matières premières, notamment agricoles et aussi énergétiques, est confronté, et ce depuis plusieurs mois, à une vague inflationniste, ce qu'on appelle une vague inflationniste importée. Et avec cette invasion de l'Ukraine, la reprise économique mondiale après le Covid et cette forte volatilité sur les marchés mondiaux, eh bien, la hausse est généralisée, que ce soit à l'international, mais aussi chez nous, au Maroc. Du coup, l'effet est immédiat sur la poche du citoyen et du professionnel. D'ailleurs, le Haut Commissariat au Plan confirme le renchérissement du coût de la vie. L'indice des prix à la consommation a grimpé de 3% au cours du mois de janvier 2022, bien sûr en comparaison avec le même mois de l'année dernière. Alors, entre pouvoir d'achat affaibli et stagnation des salaires, la grogne populaire commence à sérieusement se faire ressentir dans une tentative pour calmer la situation. Fawzi El-Qja, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, affirme que l'inflation serait maîtrisée. La conférence de presse de la coalition de la majorité gouvernementale ne semble pas avoir réussi à rassurer l'opinion publique. Alors vers quel scénario se dirige-t-on ? Quelles sont les solutions réalistes pour contrer cette cherté de la vie ? Quelles sont les probabilités de recourir à une loi de finances rectificative comme l'appelle de ses voeux l'opposition ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, bien sûr des questions d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau tout d'abord professeur Khalid Benali, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes économiste, membre de l'Ordre mondial des experts internationaux. Bienvenue sur le plateau de questions d'actu. Merci beaucoup. Également un autre académicien, professeur universitaire, professeur Abdelnaby Abou Arab, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci Madame Hassan de l'invitation, c'est un plaisir. Et pour une analyse approfondie de la situation, j'ai également le plaisir d'accueillir Sidriss Yessaoui. Bonsoir Sidriss. Bonsoir. Merci de votre présence autour de cette table ce soir. Alors, je commence avec vous. Bien sûr, l'actualité, c'est l'Ukraine, c'est l'invasion russe de l'Ukraine. Quel effet direct quand même, c'est un moment historique. Absolument. Inédit. On s'attendait sincèrement, avec tout ce qui s'est passé autour de ce sujet, avec tout ce qui a été fait par la France, par l'Allemagne, par les États-Unis, par l'Angleterre, etc., on avait senti que les choses n'allaient pas s'arranger. Et que finalement l'Ukraine allait redevenir ce point névralgique des relations internationales. Nous sommes dedans. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est parmi les pays qui assurent pratiquement 30% de l'approvisionnement du marché mondial des produits en hydrocarbures. Ils ont aussi la capacité de financer, disons, en termes de production, plus de 30% des produits agricoles, et notamment les céréales. Alors, comment voulez-vous que l'on soit apaisé avec tout cela ? Alors, je ne veux pas parler de la situation strictement marocaine, parce que nous avons quelque chose comme 8 000 à 9 000 étudiants marocains sur les universités ukrainiennes. Et ils ont quitté ceux qui vous disent, ils ont complètement quitté ceux qui vous disent, ils sont toujours là-bas au niveau de la Turquie pour suivre à distance, etc. Mais de toutes les manières, je pense que c'est un événement, parce que les choses commencent à devenir, disons, problématiques. Il y a déjà des morts du côté russe. Il y a des morts très certainement du côté des Ukrainiens. Après, c'est une autre histoire parce qu'il y a toute une campagne de désinformation, d'information. Chacun annonce des chiffres de morts des deux côtés. Mais déjà, c'est problématique. Oui. C'est un sujet qui va nous donner à réfléchir sur plusieurs choses. Notamment la souveraineté. Absolument. Cette fameuse souveraineté énergétique et alimentaire. La souveraineté énergétique et alimentaire, elle est battue en brèche avec tout ça. Oui, certainement. Alors, professeur Abou Arab, la même question. Bon, de toute façon, l'effet, il a été immédiat sur les marchés mondiaux, les marchés financiers, avec l'effondrement de places boursières européennes, sans parler bien sûr de celles russes. Il y a le prix du baril et il y a le prix du blé. Absolument. Donc l'effet a été immédiat. Est-ce que vous pensez que c'est juste une réaction des marchés à vif, à chaud, ou vous pensez que ça risque quand même de durer dans le temps, cette flambée des prix, notamment du blé et des hydrocarbures ?
C'est parti pour être durable et ça va durer au moins le temps que dure cette crise. Et elle est partie pour durer, certainement. Oui. La situation est très tendue. Il y a aujourd'hui une invasion militaire. Poutine est parti pour s'installer. C'est un conflit ouvert aujourd'hui. Et donc ça a des effets. Ça a un impact réel, immédiat. Et pour moi, durable au moins dans le moyen terme, sur les prix des matières premières, évidemment. Le pétrole aujourd'hui, il me semble qu'on se dirige vers un 120, 130, 100, 110 dollars. Les 110 dollars, il les a déjà frôlés aujourd'hui, donc vous pensez que ça risque parce qu'hier, il était à 100 dollars. Davantage. Ça va augmenter certainement, parce qu'on est en guerre. On est en guerre, et ce sont deux grandes puissances qui produisent et qui exportent évidemment du pétrole et du gaz. Le blé également, pour l'Ukraine, elle fournit une partie importante du blé mondial. Le Maroc est importateur, je dirais, de premier plan. Importateur. C'est le troisième marché d'importation du blé. Absolument. Donc ça va avoir un impact sur le blé importé, ce qui fait que ça va avoir un impact sur le budget de l'État, parce que le pain est subventionné, ça coûte a priori, j'ai entendu M. Baïtas parler de 4 milliards de dirhams comme subvention pour le pain. Donc voilà, l'impact est là, il est systémique, et je pense que ça va avoir un impact beaucoup plus large que sur ces produits de base, parce qu'il y a un problème, c'est celui de la confiance aujourd'hui. Le monde se dit qu'on est en guerre, certains parlent même de troisième guerre mondiale. Qu'est-ce que va faire On a limite oublié la guerre contre la Covid. Absolument, oui. On est en guerre depuis 3 ans, c'est juste qu'elle a changé de visage. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, parce qu'il ne faut pas oublier aussi cette pandémie qui continue à faire des morts. Mais la situation aujourd'hui est chaotique, elle est problématique, et je pense qu'on rentre dans une phase extrêmement tendue, pas pour le Maroc uniquement, mais pour tout le monde. Parlons du Maroc, c'est notre sujet aujourd'hui. Je vous fais peut-être réagir, professeur Benelli, par rapport à la situation en Ukraine, l'impact ou l'effet sur des pays, et notamment des pays qui importent tout simplement, des pays importateurs. Alors là, je me rappelle la thèse d'un professeur quand j'étais étudiant. Il nous disait que bien que le marché financier, le contexte soit performant sur le plan technologie, sur le plan rendement, mais derrière, il est fragile. N'importe quel élément peut créer des dégâts et des impacts. Et plus on est connecté au marché international, plus on est soumis au risque. Alors aujourd'hui, je crois que la situation, elle est ce qu'elle est. Elle va générer des impacts par-ci, par-là. Mais ce qui nous intéresse au Maroc, c'est la dépendance vis-à-vis des marchés internationaux. Quand on sait que notre pays importe à peu près 40% de ses besoins de consommation, c'est-à-dire que nous avons une inflation importée. Et plus il y a un recours à une consommation de ces produits, plus nous serons confrontés à une hausse des prix et à une baisse du pouvoir d'achat. Parce que, in fine, le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, j'achète un panier avec 100 dirhams, demain, j'aurai 50% de ce panier avec 100 dirhams. Donc, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Alors maintenant, parlons du gouvernement. Le gouvernement, quand il a été mis en place, il a été très ambitieux, appelé à mettre en place le nouveau modèle économique donc les mesures sont les recommandations et la stratégie mise en place, c'est des objectifs de développement, parce qu'ils visent des impacts à l'horizon 2035. Aujourd'hui, on est devant le gouvernement qui reconnaît d'ailleurs dans la réunion du gouvernement que la situation est difficile, mais il est gérable. Donc moi, je suppose qu'il y a un changement d'ordre des priorités. Donc il y aura un reprofilage, les montants avancés pour subventionner, pour garder les prix à un niveau soutenable pour le citoyen. C'est un moyen de reprofilage d'une rubrique vers une autre rubrique. On prend de tels départements pour... En attendant, parce que finalement, nous avons une économie qui enregistre annuellement un déficit budgétaire. Nous avons notre économie avec une improductive. Depuis 2010, la productivité baisse de 4,5 à 3% de taux de croissance. Donc finalement, d'où peuvent ressortir les ressources? Les ressources sont ce qu'elles sont, c'est pratiquement d'ordre fiscal, et les prestations, ils ont tendance à augmenter parce que nous avons des secteurs sociaux, une vision sociale que nous voulons, l'État social. L'État social nécessite des financements. Donc aujourd'hui, nous sommes devant ça. La première question qui se pose, ces mesures-là sont-ils soutenables ou non? Parce qu'aujourd'hui, on est au 2e mois ou 1/6 de l'année qui s'est écoulée, au février, nous avons 10 mois qui nous attendent.
Donc, comment, si ça tendu, parce qu'on vient d'en parler. Il y a de grosses pressions inflationnistes. Les pressions inflationnistes qu'on a eues en 2021 plutôt et maintenant en 2022 risquent même de s'exacerber à cause de la situation mondiale, internationale. Là, on pourrait citer quelques chiffres du dernier budget économique et prévisionnel du HCP. Il avait prévu un taux de croissance de 2,9%. Il avait prévu une baisse de la contribution des activités non agricoles à 3% au lieu de 5,6%. Donc finalement, et nous avons aujourd'hui la sécheresse qui est là, c'est-à-dire l'hypothèse de la pluviométrie, de la récolte de 80 millions de quintars est mise en cause. Nous n'allons pas la réaliser au vu du contexte actuel. Donc maintenant, même si la pluviométrie sera présente, Inch'Allah, dans les jours à venir, ce serait pour les récoltes printanières. Peut-être ça va impacter mais pas le blé, pas les céréales. Pas les céréales, ça va le remplissage des barrages, la nappe phréatique, c'est d'autres ordres. Mais sur le plan céréal, nous aurons... Et d'ailleurs là, si vous permettez, je m'interroge comment l'hypothèse de remonter de 70 à 80%, sachant que difficilement on réalise 70 millions de quintars une année sur deux, 70 millions de quintaux. De quintaux. Et on est monté à l'hypothèse de la loi de finances à 80. Sachant que de 70 à 10 millions de quintaux, c'est à peu près 40 points de base. C'est 0,3 à 4% du taux de croissance. Donc cette hypothèse-là, et ce que je pourrais encore avancer, c'est que la situation était prévisible. Il n'y a pas d'effet de surprise. C'est pour cela que le gouvernement... Pourtant, la tutelle, le ministre, c'était, il me semble, juste après le lancement de la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture, au Parlement, avait rassuré tout le monde. Il a annoncé un début de campagne satisfaisant. Mais vous savez, pourquoi vous dites que c'est prévisible? Non, la sécheresse, c'est une hypothèse sur laquelle on table et on attend que la pluie soit au rendez-vous. Mais la hausse des prix, elle était là partout à l'international. Les prix de pétrole commençaient à grimper. Donc mais est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir qu'il y allait y avoir une année de sécheresse? C'est-à-dire, moi je voudrais juste vous rappeler une petite chose. D'abord, le gouvernement a réagi au mois de février. Par rapport à quoi? Par rapport à l'installation de la sécheresse. Il a annoncé un programme, entre guillemets, assez ambitieux, mais on peut aller même sur le détail de ce programme pour voir que finalement, il n'y a pas d'argent qui va être injecté de manière... À part les 3 milliards du fonds Hassan II. À part les 3 milliards et encore. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ce sont des fonds qui seront utilisés moyennant un certain nombre de conditions pour faire retourner les sommes. Même les 6 milliards. Non, les 6 milliards, oui. Non, pour rééchelonner les dettes. C'est ça. Les 3 milliards, ce sont des aides directes, Sidris. Même si c'est des aides directes, il y a des moyens pour justement... Quelles sont les aides directes? C'est l'achat des céréales, particulièrement l'orge. L'orge pour le bétail, pour le bétail. Pour les cheptels, oui. Et il y a aussi l'achat de citernes pour apporter de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une réflexion qui a été faite du temps du gouvernement Yousfi. Parce que c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Que perd le Maroc durant une période comme celle-ci? C'était 9 milliards de dirhams. À l'époque, dans les années 80. À l'époque. Et d'ailleurs, c'est une sécheresse inédite, cela a été dit sur ce plateau même, bien avant l'annonce du plan exceptionnel, du programme exceptionnel. C'est la sécheresse, c'est du jamais vu depuis 1981, donc 4 décennies. Absolument, mais c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui l'habitude de voir un cycle où les sécheresses viennent une, deux, 3 années qui sont bonnes, et la quatrième, elle est mauvaise. Est-ce que vous pensez justement que la sécheresse, professeur Driss Issaoui, est-ce que vous pensez que la sécheresse est également un facteur endogène d'inflation? Ben oui, le Maroc est un pays semi-aride. Mais comment la sécheresse impacte-t-elle le prix? Juste pour rappeler. Non, mais tout simplement. Quand vous avez une sécheresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de vendre sur un marché, de récolter de l'argent, de le distribuer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a une sécheresse, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires. C'est 9 milliards de dirhams chaque exercice. Et je n'ai comptabilisé que ce qui est, disons, officiel, tout ce qui est apparent. Ce qui n'est pas apparent, c'est autre chose. Parce qu'en fait, l'agriculture marocaine, il y a beaucoup de choses qui se font dans les coulisses et qui se font par le biais des mécanismes occultes des agriculteurs marocains et qui l'utilisent. Alors, il y a autre chose, vous l'avez dit tout à l'heure,
pour les $100 de baril, dû avec le gouvernement, encore une fois, Yousfi, et ils avaient pris une mesure qui s'appelle l'indexation partielle des produits pétroliers. Oui. Qu'est-ce qu'elle a permis, cette mesure? Elle a permis d'introduire ce qu'on appelle cette indexation, où le début du mois, vous avez un prix, le 15, vous avez un autre prix. Ça veut dire que le budget de l'État s'adapte au marché international. Alors, il y a une limite quand même. La limite, c'est $100. Il faut le rappeler. $100. Alors, quand ça dépassera $100, le gouvernement marocain sera obligé de faire fonctionner le système de l'assurance. Et on doit chercher des assureurs qui sont à Londres, etc., pour prendre cette précaution. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'assurance va payer tout ce qui est au-delà de $100 et le reste va être payé par les Marocains comme aujourd'hui. Alors, mais de toutes les manières, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on a des ambitions, on a des yeux qui sont beaucoup plus grands que ce que nous pouvons consommer, ce que nous pouvons produire. C'est ça le problème. On parle du nouveau modèle de développement, Sebna, elle tout à l'heure vient de le dire. On a dit que 2035, on va changer de modèle de développement en ciblant l'homme et la femme, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas marcher. Ne serait-ce que l'effet de la guerre en Ukraine. Ne serait-ce que ça. De toute façon, on ne peut pas contrôler. Mais il y a des choses qu'on peut contrôler au niveau de chez nous. En l'occurrence, vous avez parlé d'hydrocarbures, ce baril à $100. Bien sûr, c'est la caisse de compensation, juste pour rappeler que ça coûte quand même quelques 17 milliards de dirhams pour le butane. Après correction. Après correction. En augmentation. Et ce sera certainement en augmentation. Professeur Abou Arab, on parle de prix du carburant aujourd'hui. Pourquoi cette loi 104/12 sur la liberté des prix de la concurrence, pourquoi elle n'est pas amendée? Elle n'a jamais été amendée. Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre le taureau par les cornes pour juguler cette hausse des prix, que ce soit à l'international, pour que ce soit aussi cette caisse de compensation, on va en parler après, pour mieux cibler les gens qui sont compensés? Cette grande réforme de la caisse de compensation a été finalement une bonne mauvaise réforme, parce qu'on a livré les gens aux dérives du marché. Absolument. C'est malheureux. Et puis, de l'autre, on a un marché qui n'est pas régulé. On a aussi des instances qui ne fonctionnent pas. Le Conseil de la concurrence, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas capable de fonctionner. Mais il faut amender cette loi. Permettez-moi de le rappeler. Loi 104/12. Ce Conseil a implosé devant le problème. Il a implosé. Nous avons une institution qui a finalement... Indépendante, rappelons-le, institutionnelle. Qui a fini par fonctionner comme une institution de rien du tout. Elle a sorti une première décision, une deuxième et troisième. Finalement, Sa Majesté est intervenue pour... Donc, il y a un problème sur ce secteur. Et aujourd'hui, on est face à la flambée des prix au niveau international. Absolument. Alors, moi, je ne dis pas qu'il faut revenir vers la compensation. Absolument pas. Mais il faut réguler. Il faut être ingénieux. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut une volonté politique. Parce que le problème n'est pas insoluble. Il est affiché, on a vu notre coalition gouvernementale essayer de rassurer en disant qu'ils essayaient de trouver, je cite, des solutions pour alléger l'impact des prix élevés. Je suis très pessimiste sur cette question des hydrocarbures, parce que le gouvernement précédent, qui n'était pas intéressé de loin ou de près par rapport à cette question, parce qu'aujourd'hui, parlons franchement, nous avons le chef du gouvernement qui est un acteur de ce marché. Et certains accusent justement le groupe qui lui appartient d'avoir une position dominante. Et donc, de facto, est-ce que on pourra espérer que le gouvernement bouge? Oui. Mais est-ce que vous pensez que le fait que le baril dépasse les $100, avec bien sûr loin derrière les prévisions prévues dans la loi de finances 2022, est-ce que ce ne sont pas là vraiment des éléments qui pourraient accélérer cette réforme de la caisse de compensation? Je l'espère. Est-ce qu'on a le choix? Je fais appel au sens politique du gouvernement. On est là face à une situation critique, à un dossier brûlant, et sur lequel aujourd'hui il y a des questions sérieuse de moralité politique, de rapport entre le pouvoir et l'argent. Et il faut qu'on soit capable et courageux pour réformer ce secteur, parce que derrière ça, nous avons des groupes qui se font de l'argent, et
beaucoup d'argent sur la poche des Marocains. Des Marocains, mais maintenant on voit même qu'il y a une certaine... Bon, on va parler de la grogne populaire plus tard, mais juste par rapport au prix, puisqu'on est dans les prix, les transporteurs commencent déjà à appliquer une hausse des prix. Ils l'ont dit. Permettez-moi de rappeler juste Non, ils ont dit ça, ils ont démenti, mais sur le terrain, c'est le cas. Alors, la liberté des prix des hydrocarbures, oui, mais quand ça baisse, parce que souvenez-vous que le prix du baril avait baissé à $15. Oui. À $15. Oui. Mais les prix En étaient restés à 2020, 8 dirhams. avec la Covid. À 8 dirhams étaient restés. Oui, déjà c'était historique pour nous parce que tellement on n'a plus vraiment l'habitude de voir des. Non, mais on n'a pas profité de cette baisse. À 7 dirhams. Donc il y a un problème, c'est que en fait ça ne fait qu'augmenter, ça ne baisse jamais. Ça ne baisse jamais. Professeur Benali. Alors, permettez-moi de revenir sur deux choses rapidement. Quand j'ai parlé de prévisible, la sécheresse est un facteur maintenant structurel qui doit être pris en charge. Ce n'est plus conjoncturel. Donc, toute politique économique doit l'adopter depuis un moment, d'ailleurs. Depuis des années, mais maintenant... Et on parle de politique publique. Il faut que tous les départements soient vraiment sur la même longueur d'onde. On l'a dit la dernière fois, on le répète aujourd'hui. Le temps ne permet plus un discours mi-blanc, mi-noir. Si le tableau, il faut le dire clairement, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Le jeu politique, le sujet de la caisse de compensation, c'était un jeu politique entre le gouvernement Ben Kiran et l'opposition. Je dis en 2012, lorsque la mesure a été prise de libéraliser, lorsque les prix du pétrole baissaient, et tous les experts affirmaient que pour 5 ans, 6 ans, il y avait la baisse. Mais lorsqu'on a libéralisé, deux fonctions principales de deux acteurs ont été confondues. On ne peut pas confondre la fonction de consommation et la fonction de production parce que tout le monde va à une station d'essence pour s'approvisionner en carburant. Quand on mélange ce genre de concept, le sujet de la compensation, à chaque fois on entend on va réformer, on réforme, mais il faut une volonté politique. C'est ça, un choix direct. Par exemple, le choix des aides directes. Il faut trancher. Est-ce qu'on doit donner des aides directes? Est-ce qu'on doit... Parce qu'au niveau... Est-ce qu'on doit donner... Alors justement, merci de soulever ce point. Est-ce qu'on doit donner aujourd'hui des aides directes? Est-ce qu'aujourd'hui on est en période d'urgence, comme ce fut le cas pour la Covid-19, de distribuer des aides directes pour les gens qui sont impactés par la sécheresse? On a parlé d'aides directes pour le bétail, mais qu'en est-il du monde rural, des gens qui vivent de la terre? Maintenant, il y a un programme qui a été mis. La première question, est-ce que le programme va cibler il va arriver à toutes les populations? Comment il va cibler sans RSU? Il est où ce registre social unifié? Même les aides privées, est-ce qu'elles vont assumer? Maintenant, parce que pendant le Covid, qu'est-ce qui nous a sauvés? On s'est retrouvés sans registre social. C'est pourquoi on a activé la mise en place... la réglementation... Déjà, l'ancien gouvernement avait annoncé les phases finales de ce RSU. On n'a rien vu. Mais espérons toujours que ce genre de situation qui arrive active. Parce que finalement maintenant, pour faire tout ce mécanisme-là, la généralisation de la protection sociale, l'intégration du secteur informel... La réforme de la caisse de compensation aussi. Tout ça va contribuer à édifier un registre social unifié. Maintenant, là, j'estime qu'après le Covid, nous avons une situation qui est déjà disponible. Parce qu'avec un message 12-12, toutes les populations qui étaient éligibles, sauf... Ou pas. Je dis, moi je le dis, dans tout projet social, toute action, s'il y a 20% ou 30% de marge d'erreur en table, faire bénéficier les 70%, mais fixer un horizon pour réduire, pour éliminer ces dépenses qui arrivent. Il ne faut pas attendre. Parce que quand on attend, on fait perdre 70% ou 80% d'impôts, 20%. Alors, j'accepte, mais à condition de mettre un deadline bien précis pour mettre fin à cette situation. Très bien. Mais par rapport justement à ce RSU et son rôle dans la caisse de compensation, peut-être quelque chose à ajouter là-dessus. Et aussi, est-ce qu'elle est vraiment efficace, cette caisse de compensation, aujourd'hui, sans ciblage? Elle est efficace parce que elle est aujourd'hui orientée vers les produits de base. On subventionne la bonbonne au gaz. Aujourd'hui, le gouvernement paye 90 dirhams de plus, ce qui est un chiffre quand même très très important. Le pain, le sucre. À part ça, évidemment... l'électricité aussi. L'électricité. À part ça, il me semble que en fait, l'effort social du pays et de l'État a besoin d'être totalement
revue et réadaptée sur la base de ce fichier universel, social qu'on attend. Alors, pour moi, il a commencé à fonctionner parce que pendant la pandémie, l'État marocain a réussi, comme ça, par le coup d'une baguette magique, à distribuer des aides directes via le téléphone. Et ça a très bien fonctionné. Ça a vraiment été quelque chose de... C'était un plan juste pour répondre à une urgence. Mais on est dans l'urgence aujourd'hui. Oui. On est dans l'urgence. C'est les statistiques de la sécurité sociale qui a permis de donner la possibilité à l'État de cibler un certain nombre de personnes, surtout les salariés. Non, mais on a aidé à peu près tout le monde, des pères de famille. Ouais. 5,5 millions de familles. Mettons en moyenne 4 personnes par famille, on est à peu près 22 millions sur 36 millions. Absolument. Sans que vous ne soyez affilié CNSS, le Maroc a réussi à le faire. Aujourd'hui, il me semble qu'on est dans les mêmes conditions, on est capable de distribuer des aides directes. Parce que c'est ça qui est essentiel. Il faut que l'aide arrive aux gens qui sont aujourd'hui. Vous l'avez cité. Moi, je pense aux agriculteurs. Je vous assure que la situation est catastrophique dans le pays. Sortez des villes et regardez ce qui se passe. Il n'y a absolument rien. Le bétail, aujourd'hui, est mourant. La tête d'un mouton, aujourd'hui, ou là, une brebis, elle coûte 150 dirhams. 100 dirhams. Les frais d'exploitation, en fait, ça dépasse de très loin ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Vous vendez tout votre bétail, vous n'avez pas de quoi l'alimenter. Est-ce que vous pensez... Ce qui est terrible. J'ai posé la question au ministre. Je n'ai pas vraiment eu de réponse. Il existe un fonds dédié qui a été créé. Le fonds de développement agricole. Non, pas celui-là, mais puisqu'on est... Est-ce qu'on peut appeler la sécheresse une catastrophe naturelle, messieurs? Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a un fonds? Pourquoi ce fonds n'est-il pas utilisé aujourd'hui? On parle bien sûr de 1 milliard des assurances, donc dans le cadre de ce programme spécial exceptionnel, donc c'est 1 milliard pour les assurés, sur 1 million d'hectares. On sait qu'il y a beaucoup plus, de millions qui seront affectés. Je me demande comment ça va fonctionner, ce 1 milliard pour les assurances, parce que l'assurance, je connais très bien ce secteur, vous ne pouvez pas attendre le moment où il y a la sécheresse pour venir s'assurer. Là. On s'assure bien avant. Et si la catastrophe arrive, on vous rembourse. Non. C'est pour ça que je dis, le milliard qui a été annoncé, il concerne les millions d'assurés, d'agriculteurs assurés. Ils ne sont pas tous assurés. Donc, qu'allons-nous faire? Que va faire, bien sûr, le gouvernement pour le reste, pour les autres détenteurs des autres millions qui sont affectés directement par... Ceux qui sont assurés, il me semble que... on n'a pas besoin de parler de le remboursement parce que c'est prévu dans les plans d'assurance. Lorsque vous venez souscrire l'assurance, l'assurance a déjà une provision en cas de crise. La question se pose pour le reste. Pour le reste, il y a un fonds. Il y a un fonds pour les catastrophes naturelles. Est-ce qu'on n'envisagerait pas aussi la création d'un fonds solidaire, comme ce fut le cas pour la Covid? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une solution pour vous viable, messieurs? Conjoncturel, opérationnel, avec objectif opérationnel pour aider à dépasser la situation si les choses restent tendues, pourquoi pas? Mais toujours est-il qu'en bonne logique, parce qu'aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas en train de parler, je parle de tout un secteur avec toutes ses composantes, directes et indirectes. Lorsqu'on parle de bétail, on parle du lait derrière, donc il faut lier les pénuries qui risquent d'arriver en cas, parce que prendre le sens. Donc c'est pour cela que nous sommes un pays où l'agriculture est notre base, c'est-à-dire quand les choses marchent très bien, en 2021, 17% du PIB, il contribue à 17% du PIB. Quand ça ne marche pas, on est à 13%. Comme cette année, d'ailleurs, ça ne marche pas cette année. Les prévisions de croissance qui étaient autour de 3%, détrompez-moi, ils sont à 1,5%. C'est normal. À cause de la campagne agricole. Moi, je l'ai toujours dit sur le plateau. Ça aurait pu être négatif. Moi, je l'ai toujours dit sur le plateau. Une bonne année, pluviométrie, de 2,5%, c'est assuré de taux de croissance. Et puis attendre le secteur non agricole, on peut tourner à 3,5%, 4%. Et si tout marche bien, une année exceptionnelle comme 2021, on peut s'attendre à 4,5%, 5%. Plus on augmente de 25 millions de quintaux, plus le taux de croissance augmente. Donc, en temps de récolte. Donc, on est liés. Mais face aux aléas climatiques, essentiellement la sécheresse, il faut maintenant poser une vraie politique et être vraiment, dire la réalité, parce que maintenant, même la sortie de la majorité, moi je la mets dans le sens... Parlons-en. Est-ce qu'elle vous a convaincu, cette sortie de la majorité?
Est-ce que vous pensez qu'elle a calmé un peu la grogne populaire? Je crois qu'il le fallait et je crois que la majorité s'est un peu attardée. Les messages, il y a des messages, je dirais, politiques derrière, c'est qu'il y a une coalition qui est bien soudée. Et ce message une coalition soudée, est-ce que ça aide la ménagère à faire son marché? Moi, je vous donne le message derrière le côté politique. C'est que parce que quand on parle de majorité, il y a le gouvernement, il y a les élus, les parlementaires qui sont, je dirais, face à face avec le citoyen qui reçoivent les doléances. Donc, pour donner un message. Mais qu'est-ce qu'il en est sorti? Quand la majorité affirme que la situation est difficile et tendue, et que quand un gouvernement affirme ça, c'est-à-dire qu'il ressent que la situation est vraiment difficile et qu'il prépare le terrain, que finalement, si les choses ne se réalisent pas comme prévu, il y a un facteur qui est là. Mais je dirais encore une fois, ce n'est pas si il faut prévoir des solutions parce que aller des fonds là pour subventionner là pour garder les prix, moi j'estime que c'est pas soutenable. Si la situation continue comme ça jusqu'au mois d'avril, s'il n'y a pas de pluviométrie, si la situation en Ukraine continue, si les marchés financiers, si le recours massif aux consommations des besoins de consommation importés, comment on va financer ça? Notre économie, elle est ce qu'elle est. C'est pour cela que dans le modèle, on prévoit une transformation et tout, mais elle est ce qu'elle est maintenant. On avait beaucoup d'ambition, on voulait, maintenant on a changé. J'estime que la majorité a changé de priorité qu'elle a pris au niveau du programme gouvernemental. La chose qu'elle ne peut pas changer, c'est la généralisation, parce qu'il y a une loi, des obligations légales. On peut pas, mais tout ce qui est, je dirais, il y a un reprofilage et les managers du budget savent très bien que par moment, il faudrait jongler avec les élèves, avancer ce projet, espérant que ça marche bien, avec bien sûr, je dirais, des probabilités. Mais personnellement, l'expérience personnelle et les conclusions, c'est que le budget, on doit travailler pas avec des probabilités simples, c'est de se réaliser, mais des probabilités conditionnelles. Très bien. Cédric, cela nous amène aussi à parler de cette communication. On va revenir à cette question du budget parce qu'elle est très importante. Cette communication gouvernementale et ce qu'elle a pu produire auprès de la population, avec bien sûr l'ensemble des facteurs que nous venons de discuter. Certains parlent d'une communication absente ou le timing mal placé. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le gouvernement ne considère pas que la communication est une nécessité, que c'est une composante essentielle de son existence. Non, il laisse courir. Et pour aller résoudre un certain nombre de problèmes. Maintenant, on est en train de dire il faut cibler, il faut faire ceci, etc. Je ne pense pas que cette problématique est posée de la même manière chez les responsables gouvernementaux. Aujourd'hui... Est-ce qu'il y a eu une annonce? Est-ce que vous avez ressenti une annonce à la fin de cette conférence de presse avec les trois représentants? Je n'ai pas senti d'annonce. Même pas d'effet d'annonce? Absolument, même pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Parce qu'ils n'ont pas de contenu à livrer. C'est ça le problème de la communication. Mais pourquoi communiquer? Voilà. C'est-à-dire qu'on va communiquer parce qu'on sent que c'est un besoin. Et on le fait. Ils ont vu les gens sortir. Parce qu'il y a eu des manifestations, rappelons-le, le dimanche dans plusieurs villes marocaines. À Kénitra, à Oujda... Est-ce que vous pensez que c'est une campagne anti-Arnouch, comme disent certains c'est normal. Quand vous êtes chef de gouvernement, vous êtes sur la sellette. Ils sont obligés du mandat. Non, mais même pas. Oui. Pourquoi? Parce que l'actuel gouvernement est venu sans véritablement préparer quelque chose qui donne un changement important au niveau de la politique publique. Non, ils sont venus en fait pour continuer. Il y a une continuité selon vous? Bien sûr. Mais pourtant, dans les promesses électorales, on nous a promis la rupture avec le passé. Mais ils n'ont pas fait de rupture. Ils ne peuvent pas faire de rupture. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris tous les chantiers qui ont été développés sous l'initiative du roi Mohamed VI et ils ont continué à le faire. La couverture sociale, ils ont continué à faire tout ce qui est, disons, généralisation de cette couverture, etc. Mais là, c'est pour cela que la politique économique en elle-même
C'est-à-dire même la déclaration gouvernementale, quand vous la lisez, elle revient à ce que Mohamed VI a dit dans ses discours. Particulièrement le dernier discours. Il n'y a pas de différence. C'est des gens qui vous disent, nous, on est là pour appliquer ce que le roi Mohamed VI a donné, etc. On est en train de le faire. Alors, autre chose, ils ont pris aussi, comme pour fait et cause, le fait qu'il y a un plan de développement qui a été développé sous la direction du roi Mohamed VI. Et qui nous donne l'année 2035 comme étant le terme. Bon, c'est notre débat quand on compare le programme gouvernemental aux recommandations du nouveau modèle de développement. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Non, mais c'est ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire, quand vous regardez le texte, quand vous voyez un peu ce qu'ils font, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous n'avons pas, c'est-à-dire le problème que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas citer, à part quelques ministres, on peut dire que tel problème est lié à tel ministre, mais le reste des ministres, il est pratiquement absent. Et c'est ce qui fait que la communication, ça devient une communication qui boite, parce qu'elle ne veut pas s'attaquer directement aux problématiques qui font mal aux citoyens. Alors, pour moi, pour être franc, il me semble qu'on se dirige vers une crise politique au Maroc. Si la situation... Au sein de la coalition ? Au sein du champ politique, au sein de la coalition, vis-à-vis du gouvernement. Si la situation commence à être tendue comme elle est aujourd'hui, avec des hausses encore plus importantes des prix, je pense qu'on peut s'attendre à des tensions, sociales. Qu'est-ce qui ferait freiner ces tensions ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, disons les choses clairement, on a une loi de finances qui prévoit des chiffres qui sont très loin de la réalité. On en parlait de la production de 80 millions de quintaux et $70 le baril. Déjà, ça change la donne. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de prendre des mesures d'austérité ? Quand je parle de mesures d'austérité, messieurs, ce sont des mesures qui concernent les budgets de fonctionnement de départements ministériels, d'institutions publiques, d'établissements publics, afin d'essayer de assainir un peu cette situation budgétaire catastrophique. Alors, la solution pour moi, elle est dans le sens politique du gouvernement. Un homme politique, un responsable, un chef de gouvernement, il est là pour savoir, pour trouver les bonnes solutions. Alors, j'ai envie de vous dire que le dernier tour de vis qui a été pris en fermant les frontières a eu un impact terrible sur le moral des Marocains et sur la situation interne. Cette fermeture des frontières était une mauvaise décision, précipitée, elle a duré trop longtemps et ça a eu un impact supplémentaire sur l'hausse des prix, sur la tension sociale. Donc aujourd'hui, il faut être capable d'un côté de savoir parler aux Marocains, de les convaincre, parce que le gouvernement est inaudible. Il faut des actions pour parler aux Marocains, professeur Abou Arab. Permettez-moi d'abord des actions. On peut parler aux Marocains et débiter des choses et des phrases. Alors, et des vous avez raison. D'un côté, dire, voilà, parce que il faut qu'à un moment... Dans la sortie du chef du gouvernement, il y avait des mesures. Mais c'était inaudible. Il y a un problème. Il y a un problème d'écoute, de légitimité. Aujourd'hui, la classe politique est inaudible. Il y a un problème majeur. Ça questionne le modèle politique qui nous permet de sortir ces élites aujourd'hui. Donc, il y a d'un côté ce problème de... Vous parlez de communication absente. Monsieur Baïta, sur chaque semaine, pour faire le point sur... Le Conseil du gouvernement, les ministres parlent, tout le monde parle, la presse, il y a une presse aujourd'hui qui soutient le gouvernement, mais le citoyen marocain n'est pas convaincu. Regardez ce qui se passe. Certains parlent même de campagne anti-Akhnouch, anti-gouvernement. Oui. Après 3 mois, on commence à entendre Erhal Akhnouch, alors que Akhnouch et ce gouvernement portaient des espoirs importants. Je pense aussi qu'on a mis le plafond très haut pour les attentes. On pensait que ça allait être un autre Maroc du jour au lendemain. Mais il y a peut-être aussi un côté malchanceux. La sécheresse, la pandémie qui revient, la crise en Ukraine, les prix qui explosent. Oui, il y a une situation terrible. Mais c'est là qu'on a besoin d'avoir des dirigeants politiques capables de convaincre, de faire calmer la foule, de parler aux citoyens et qu'ils soient écoutés. Mais aussi également, heureusement, alhamdoulilah, il y a Sa Majesté, il a été, comme à chaque fois, dans la rapidité pour lancer ce programme.
Et je dois vous dire que ça ne va pas. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Certainement la pas. situation va être terrible dans les Est-ce mois à que- venir s'il n'y a pas. S'il n'y a pas quoi? S'il n'y a pas la pluie. Non. Et si les prix continuent à augmenter. Oui, mais de et s'il n'y notre a pas côté, endogène, qu'est-ce qu'on peut faire? les aides. Il faut que l'État sorte le gros Oui, chèque. mais il faut les financer, ces aides, professeur Alors, Abou Arab. sur ça, et je termine, j'ai envie de dire que le Maroc reste un pays solide. Hein. On a l'argent, on a les fonds, on a les moyens, on n'est pas à genoux du tout. Et je pense qu'avec l'ouverture des frontières, le retour des exportations et des importations, la fluidité dans le commerce, et je pense que ça va réduire d'au moins 50% les tensions actuelles. Parce que cet effet Covid qui dure, on a été extrêmement sévère dans le traitement de cette pandémie, et ça a eu un impact sur notre capacité à faire du commerce, à produire, à travailler normalement. Je pense qu'il faut arrêter avec ça maintenant. Cette pandémie, elle doit devenir normale, et les gens, le pays doit revenir à sa vie normale. Je pense que les gens sont déjà revenus à la vie normale, et surtout avec les soucis normaux et les soucis du Heureusement, quotidien. on a C'est tardé, le pouvoir hein. d'achat. Mais encore une fois, je vais poser la même question à vous, professeur Benali, et également à vous. J'aimerais bien avoir vos insights par rapport à cette question de budgétisation. Est-ce que déjà, on peut envisager, certaines voix s'élèvent, notamment il y a eu un communiqué du Parti du Mouvement Populaire, donc l'opposition, qui propose de recourir à la loi de finances rectificative. Professeur Benali, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, permettez-moi, avant d'entamer ça, un petit passage. Parce qu'en termes de communication, il y a une discordance de communication. Je vais citer un exemple. Lorsque le chef du gouvernement, je parle d'institution, avec la CGM, il dit que sans la troisième dose, d'ailleurs ce qui a circulé sur les médias, sans la troisième, il ne faut pas s'attendre à une reprise, à un cash flow. Un petit dit, oui. Et aujourd'hui, en tant que citoyen, on a l'impression d'être face à un autre contexte, parce que là, la majorité parle de sécheresse, de situations difficiles. Deuxième élément, lorsque vous avez les agences de voyage qui vous disent que 2 milliards que vous avez, on n'en veut pas, laissez-nous travailler. 2000 dirhams pour agent, laissez-nous travailler, ça peut-être rapporte mieux. C'est-à-dire que quand on n'écoute pas ça. Le troisième élément, la majorité, il y a une majorité absolue, c'est-à-dire on peut passer toutes les lois, elle est à l'aise, passer les lois au Parlement. Il n'y a pas les deux chambres. Les régions sont gérées. Alors, on ne parle même pas du rôle des régions. On ne parle même pas du rôle des élus dans la gestion de ces crises. Personnellement, j'estime que le gouvernement a raté le coche-con. Quand il s'agissait du programme gouvernemental, il fallait ouvrir un débat économique sérieux, essayer d'anticiper, de relancer, voilà ce qu'on entend de la petite entreprise, ne pas se contenter de passer la loi de finances, ça y est, elle est votée. Il fallait un débat économique compte tenu du contexte. Arrivons maintenant à cette loi de finances. Moi, je dis deux choses. Que la hausse des prix, elle était là. La sécheresse est un facteur structurel, donc le gouvernement était averti quant à la prise d'opposition. Deuxième élément, c'est que les hypothèses, c'est le fondement de la loi de finances. Ils doivent être justifiés, bien examinés et réalisables. Je juge un gouvernement sur la capacité de réaliser ce qu'il a prévu comme ressources. Entre autres, 70 millions de quintaux, il n'y a que... Oui, moi je fais ça au plus. Moi je fais ça comme raisonnement. Ils ont tablé sur une année normale en fait. Hein. Voilà. On est dans les 80 millions. Troisième élément, il y avait un discours de Sa Majesté qui a appelé à adopter une stratégie urgente pour créer des réserves pour une autosuffisance alimentaire, énergétique et sanitaire. Oui. Ça, c'est des éléments qu'il fallait prendre. Nous avons une dépendance énergétique par rapport à l'étranger. Ça, c'est des éléments qu'il faudrait revoir. C'est pour cela que je parle de probabilité conditionnelle au plus de probabilité de se réaliser ou pas. Maintenant, en termes de gestion et de management budgétaire. Maintenant, parce que là, on est en train de parler de problèmes structurels qui prendront au moment de la mise en place du budget, prévoir un budget, généralement, on fait 3 scénarios. Le scénario central qu'on retient, un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Et logiquement, au niveau du scénario pessimiste, le gouvernement a certaines mesures. Si maintenant, le gouvernement, à travers les sorties, où la communication lui impose de dire la vérité aux citoyens, si les conditions de réaliser même le scénario pessimiste ne sont pas possibles, il faudrait à ce moment-là aller vers une loi de finances rectificative, parce que même les scénarios pessimistes, c'est un plancher en dessous duquel on ne peut pas descendre. Donc une loi rectificative s'impose. Mais je dirais, attendons quand même, d'ici avril, mai,
et on verra un peu le contexte, la pluviométrie et ces crises-là pour trancher définitivement, parce que les subventions et les budgets alloués, in fine, on ne peut pas aller plus loin. Et si le déficit budgétaire se creuse, on ne peut pas aller le financer par un endettement pour financer des fonctionnements, des charges de fonctionnement. Il faut avoir une vision d'investissement. Et c'est là où... Non, on parle pas du budget d'investissement qui est colossal. Mais on parle vraiment de budget de fonctionnement. Là, le budget de fonctionnement, il faudrait que chaque département... Mais il faut aller chercher l'argent quelque part, non, de toute façon, pour financer tout cela. Au niveau du budget de fonctionnement, il faudrait que chaque ministère arrête les charges prioritaires et les les charges prioritaires. Qu'ils les définissent, vous voulez dire. Qu'ils les définissent de manière claire. Et les charges dont on peut se passer, on peut repartir, on peut ne pas les considérer, on peut s'en passer et les reporter. Au niveau de l'investissement public, encore une fois, nous l'avons adopté comme un moyen de relance du secteur privé avec Força, Intelaqa, le maintien des salariés. C'est toute une logique complexe. Maintenant, il faut que les orientations, une vision managérielle. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'on fait une gestion budgétaire classique. C'est-à-dire que chacun gère son budget de la manière classique, comme ça dans une continuité. Mais en tant que manager, il faut avoir un recul. Et comme si vous avez un spectre, une télé devant vous avec plusieurs écrans. Ça ne doit pas être évident pour eux non plus, hein, parce que bon, là on en parle, on est sur le plateau, mais je sais que ça ne doit pas être évident pour ce gouvernement. Je sais que c'est difficile, mais en tant que politicien, quand je m'engage, je dois assumer. Certainement. Sidri Saïsaoui, un dernier tour de table avant la fin de cette émission. Très rapidement, vous avez posé la question, est-ce qu'on va aller vers une loi de finances rectificative? Il y a des conditions. D'abord, pour prendre une loi... Exactement. Que dit la loi? Voilà. Alors, que dit la loi? La loi vous dit que vous pouvez prendre une loi rectificative des finances si, par exemple, vous avez un doute ou une menace directe sur les ressources. On n'est pas dans cette logique. Pas comme la Covid, parce qu'il y a eu une loi de finances rectificative en 2020, mais c'est à cause de la Covid-19. C'était normal. Mais maintenant, pourquoi on va prendre une loi rectificative? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que vous avez tellement de problèmes qui sont posés que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire qu'il faut changer toute la loi. C'est ça le problème. Et on est en février, on oublie ça. On est dans le fin février, on est mars, là. Même si on est dans le mois de mars. C'est-à-dire que ce n'est même pas la mise en place des crédits permanents pour les ministères. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. D'abord, il faut extraire l'agriculture, qui est notre activité essentielle, il faut l'extraire de ce poids de la pluviométrie. Il faut trouver un moyen. Comment? Ça, c'est le boulot de formation, de sensibilisation du citoyen marocain moyen. Et ils ont le malheur, c'est que les autres gouvernements avaient développé ce qu'on appelle la carte à vocation agricole. Ils savent exactement dans telle région, qu'est-ce qui peut être cultivé, et dans telle autre, etc. Donc, il faut le faire fonctionner. Parce que les assureurs, par exemple, ils ont cette carte des vocations agricoles. Ils n'assurent pas n'importe comment, n'importe où. Même ceux qui ont des assurances, c'est des gens qui ont les moyens. Ce ne sont pas les gens démunis. Ce ne sont pas les petits agriculteurs. Donc, à mon avis, il faut que ce gouvernement doit s'asseoir. Il doit discuter à l'intérieur. Il doit se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourra faire, comment on peut le faire. Donc la faisabilité d'une loi de finances rectificative, selon vous, elle n'est pas à l'ordre du jour? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, sincèrement. Très bien. Une dernière réaction, professeur Abou Arab, sur cette loi de finances rectificative? Alors, je pense que c'est plus grand qu'une simple loi rectificative, parce que c'est des ajustements qu'on peut faire facilement. Mais comment sauver les finances publiques d'abord? Alors, vraiment, il faut toujours être dans le stratégique. Nous avons besoin aujourd'hui de réinventer notre État d'un point de vue stratégique. Il faut aujourd'hui aller plus loin dans la dissociation de notre économie de son agriculture. Il faut développer aujourd'hui de nouveaux secteurs à très forte valeur ajoutée. C'est déjà le cas. Justement. Et pourquoi on parle d'une production non agricole qui est en baisse depuis 2010 alors qu'il y a eu un plan d'accélération industrielle et j'en passe. C'est que le Maroc est premier exportateur de véhicules, d'automobiles en Afrique. On a franchi une étape
mais ce n'est pas terminé, parce que c'est vrai, Cédric l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il y avait la sécheresse, on avait des taux de croissance négatifs. Aujourd'hui, on a des taux de croissance qui restent positifs, 1,5%, 2%. D'accord. Donc on a gagné 2%, 1,5%. Mais il faut aller plus loin avec des secteurs à très forte valeur ajoutée. Regardez, en France, on parle de licorne dans le numérique. Chaque licorne pèse au minimum 1 milliard d'euros de capitalisation boursière. Où est-ce qu'on est de ces univers nouveaux qui, eux, produisent de la valeur ajoutée? C'est ça le défi. Aujourd'hui, au Maroc, on souhaite aller dans ce sens. On a lancé ce dernier programme sur les investissements. Il y a le pacte nouveau de l'investissement au Maroc qui souhaite aller vers tout ce qui est industrie défensive. Ça rapporte de l'argent. Les industries sur les énergies renouvelables, sur le numérique, c'est ça qui va sauver notre pays. L'agriculture, c'est un secteur stratégique, il faut la réinventer comme a dit Cédric. Alors, est-ce que la réinvation, vraiment, il nous reste 1 minute, est-ce que sa réinvention passe par le retour à la production céréalière et délaisser un peu les exportations agricoles pour se focaliser sur notre souveraineté alimentaire qui passe par le blé? Madame Ihsan, c'est un dossier très complexe. Ça concerne 49% de la population marocaine. Oui. C'est terrible, c'est la moitié de notre population. Dans le monde Alors rural. quand on dit 49% de la population, ça veut dire que c'est un dossier pharaonique. Donc, et ça concerne aussi des centaines de milliers je dirais, d'hectares. C'est pas facile de réfléchir un dossier aussi gros. Donc il faut des assises, il faut une réflexion fine, stratégique pour réorienter notre agriculture. Alors, l'orientation... en fonction aujourd'hui de ce qui pèse le plus, à savoir le stress hydrique qui est là. On n'a pas d'eau. Exact. On n'a pas d'eau. Structurel. C'est structurel. Et justement, vous parlez de réorientation. Il y a eu cette orientation claire. C'était dans le discours de Sa Majesté en 2019, quand il a appelé à revoir ce modèle du monde rural et à diversifier l'économie rurale. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans une autre émission. En tout cas, celle-ci touche à sa fin. Merci beaucoup, professeur Abou Arab, professeur Khalid Ben Ali, Cédric Essaoui, professeur Essaoui. Merci d'avoir enrichi cette discussion et de nous avoir quand même apporté un plus dans ce cafouillage sur la situation que l'on espère s'améliorera dans les jours à venir. Merci, messieurs. Merci. Voilà, c'est la fin de Question d'actu. Très, très bonne soirée à tous.